Bonjour et bienvenue sur Sensab. Alors aujourd'hui, c'est un honneur pour moi de vous recevoir. Merci Sandrine. Marie-Laure Buisson, qui est donc légionnaire de première classe d'honneur, qui est colonel de la réserve citoyenne de l'armée de l'air et marraine du 4e régiment étranger. Oui. Voilà, donc je suis assez bluffée, complètement épatée et même impressionnée par votre parcours parce qu'avant vous étiez dans la finance, vous étiez dans les affaires, vous étiez avocat d'affaires. Voilà. Exactement. Et du coup, aujourd'hui, vous nous proposez ce livre absolument génial sur 7 femmes combattantes qui m'ont inspirée et qui m'ont même fait pleurer. Parce que j'avoue qu'en lisant chacune de ces histoires d'âmes extraordinaires, je me suis dit, mais mon Dieu, ça existe. Des femmes aussi incroyables. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez eu envie et comment vous avez choisi ces 7 femmes. Alors bonjour Sandrine, merci infiniment. Je suis tellement heureuse d'être aujourd'hui ici pour parler de ça parce que je sens à quel point vous avez aimé le livre oui, et adoré. Ça me fait un plaisir immense parce que j'ai mis beaucoup de moi dans ce livre et j'ai essayé de rendre hommage le plus possible à ces femmes pour les mettre en avant parce que j'ai réalisé qu'en fait on n'avait pas suffisamment mis en avant les femmes combattantes, on les avait souvent invisibilisées. Et en lisant l'histoire d'un certain nombre d'entre elles, je me suis dit, mais il faut réparer ça, il faut, à ma mesure, avec beaucoup d'humilité, je vais essayer de leur rendre hommage et c'est la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. Au départ, j'ai été, depuis toute petite, fascinée par le destin de Geneviève de Galard, qui est cette grande héroïne qui s'est battue comme infirmière auprès des hommes en appui des troupes au front à Dien Bien Phu pendant la dernière grande bataille de la guerre d'Indochine. Et j'étais tellement inspirée par sa geste héroïque, par ce qu'elle a fait, que je me suis dit, mais je vais continuer. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décrit je ne peux pas dire les aventures, ce serait trop romanesque, mais en tout cas la vie incroyable et inspirante de ces 7 femmes qui, dans le fond, viennent de nationalités différentes. Il y a une hongroise, il y a une soviétique, il y a une française, il y a une anglaise, il y a une française, il y en a plein. Elles sont toutes différentes, mais elles dressent à la manière un peu d'un portrait impressionniste un seul et même portrait de la femme éternelle et de cette femme courageuse, admirable, qui existe en chacune d'entre nous, qui a une capacité de résilience incroyable et une envie surtout de se battre et de se porter au devant des autres pour aider et dans le fond pour protéger la communauté. Voilà. Alors, comment vous les avez choisies? Comment elles sont arrivées à vous, ces femmes? Est-ce que certaines, vous les connaissiez déjà de par votre parcours? Pas du tout. Ou est-ce que ce sont des femmes, justement, qui sont arrivées par des amis qui vous en ont parlé ou par vos lectures? Alors, surtout par mes lectures, parce que depuis que je suis toute petite, je suis absolument fascinée par le monde militaire. Depuis que j'ai 5 ans, en fait, donc ça remonte à très longtemps. Je n'ai pas choisi la carrière militaire parce que vous avez rappelé que j'étais avocat d'affaires à l'origine, mais étant fascinée par le monde militaire, j'ai beaucoup lu sur les femmes combattantes et petit à petit, je me suis aperçue par des petites, des petits renvois en pied de page, des petites allusions. Tiens, là, il y avait une femme à cet endroit. Tiens, là, il y a une héroïne qui a fait... Mais on en parlait à peine ou pas beaucoup. Je me suis dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Surtout que c'est pas des petits parcours qu'elles ont eu, c'est des parcours d'héroïne absolue, de courage, de résilience, de force. Elles ont changé le cours de l'histoire. Et en plus, elles sont tellement modestes. Elles sont tellement modestes, c'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que à l'instar, par exemple, de Lydia Lidviak, qui est en couverture du livre, qui est la plus grande pilote de chasse soviétique de l'histoire de l'Union soviétique, eh bien, une fois qu'elle a eu terminé, enfin bon, elle est malheureusement morte, mais un certain nombre de ces femmes soviétiques ont fait des choses admirables pendant la Seconde Guerre mondiale, se sont battues contre les nazis, et une fois qu'elles ont eu terminé leur mission, elles sont rentrées chez elles, et on n'en a plus jamais entendu parler. Non seulement ça, Sandrine, mais la plupart du temps, les états-majors ont essayé de les invisibiliser. Et j'en veux pour preuve l'histoire de Suzanne Travers, avec laquelle je commence mon livre. Suzanne Travers est une jeune femme britannique absolument incroyable qui
était une aristocrate qui vivait très très bien. Oui. Ses parents avaient décidé de s'installer, ils en avaient assez des brumes du Devonshire en Angleterre, donc ils s'installent juste avant la Seconde Guerre mondiale dans le sud de la France, sur la Croisette à Cannes. Elle a une vie formidable, la guerre éclate et tout d'un coup elle se dit « je vais mettre mes talons, mes chaussures à talons, mes robes à paillettes dans l'âtre au feu, je brûle tout ça, je vais m'engager auprès des troupes du général de Gaulle parce que je ne peux pas, je ne veux pas laisser l'Europe et singulièrement la France, mon pays d'amour, être envahie par des monstres comme les nazis et ne pas prendre ma part au combat. » C'est la raison pour laquelle elle part, elle s'engage, et puis ensuite il y a toutes ces aventures à Bir Hakeim, la grande bataille qui est à la gloire du général de Gaulle et des troupes françaises libres. Et elle va devenir le chauffeur du général Koenig. Et là, elle a une grande histoire d'amour avec lui qui lui sera un peu fatale. Mais oui, c'est ça qui est quand même incroyable. C'est que non seulement elle sert la France, non seulement elle est indispensable, mais en plus, on la cache. On la cache parce qu'en fait, cette femme incroyable donc, a été assignée, enfin c'était son assignation militaire, donc elle était le chauffeur du général. Le général qui menait les troupes à Bir Hakeim, en Libye, dans les sables de Libye. Elle est la seule femme présente au moment de la bataille de Bir Hakeim. Il faut rappeler ce que c'est quelque chose d'incroyable. 50 degrés, pas d'eau potable, il y a juste 3876 Français et assimilés, c'est-à-dire des étrangers, certains étrangers de la Légion étrangère, entourés par 45 000 Allemands et Italiens, les forces de l'Axe, tout ça, voilà. Et elle est la seule femme, et elle est auprès d'eux, elle se bat, elle répond aux ordres, et puis lorsque les Français décident de rompre l'encerclement dans lequel ils sont tombés à Bir Hakeim, puisqu'ils sont encerclés par le maréchal Rommel, ils sortent de nuit, ils font une percée de nuit sous les balles, contre des lignes entières de mitrailleuses et tout. Il y a un nombre de morts inqualifiable. Et elle conduit la voiture du maréchal Koenig qui est derrière. Quelle responsabilité, hein. Elle le sauve sous les balles, elle conduit de façon admirable. Elle choisit des chemins incroyables dans la nuit noire, elle prend des risques insensés et à la fin, qu'est-ce qui va se passer ? On ne la remerciera jamais de ce qu'elle a fait et surtout, l'état-major va l'invisibiliser et va brûler toutes les photos d'elle. C'est fou. Pour être sûr qu'on ne la retrouve jamais. Pourquoi ? Parce que elle avait été incidemment la maîtresse du maréchal Koenig et le grand homme se devant être sans tache, il fallait absolument invisibiliser la femme avec laquelle il avait fauté. Alors que c'est une grande héroïne, qu'elle aurait dû, à mon sens, elle aurait dû être faite compagnon de la libération, oui, compte tenu de ce qu'elle avait fait. Elle a suivi toutes les troupes françaises jusqu'à la libération de la France. Elle a débarqué le 15 août en Provence avec les troupes françaises contre les nazis. Elle s'est battue, elle a remonté tout le Rhône jusqu'à Strasbourg. Elle a tout fait pour se battre pour son pays, enfin ce pays d'adoption qu'elle adorait. Et figurez-vous qu'elle est née en 1925 et quand même, à la fin, 2 ans avant sa mort, la France s'est dit « Ah, peut-être qu'on devrait lui donner une Légion d'honneur ». Et on lui a donné une Légion d'honneur en 1996, en loose day, dans sa maison de retraite, en catimini. Mon Dieu. Voilà. Donc voilà, donc je l'ai remise à l'honneur et je suis heureuse d'avoir fait son portrait parce que c'était une femme formidable. Mais toutes ces femmes, elles ont aussi leur fragilité. Moi, je n'ai pas décrit des héroïnes à l'américaine, un peu comme dans les films. Non, elles sont beaucoup mieux que ça, vos héroïnes, parce qu'elles sont authentiques. Elles sont authentiques. Elles pleurent, comme nous toutes. Elles ont des sentiments, comme nous toutes. Elles peuvent tomber amoureuses, oui, mais avec ça, elles font preuve d'un courage, d'une noblesse d'âme exceptionnelle quand le groupe est en danger, quand la famille est en danger et quand la famille élargie, c'est-à-dire la patrie, est en danger. Alors, comment vous expliquez comment toutes ces femmes qui sont d'abord toutes assez jeunes, qui ont souvent été gâtées par la vie, décident de renoncer à tout ça pour se lancer dans un combat où elles ont quand même une grande chance de mourir, oui, puisqu'il y en a certaines quand même qui ont été interrogées par la Gestapo, qui étaient sans dents ou qui étaient éventrées et qui se sont retrouvées à la merci des islamistes et qui lui crachaient dessus. Comment ces femmes, elles tiennent moralement, psychologiquement, sachant que, après tout, elles vont peut-être mourir, elles n'ont peut-être aucune reconnaissance, mais elles y vont quand même.
Alors, c'est une très bonne question. Moi, ça me fascine parce que c'est pas notre période où tout est dans la reconnaissance, tout est dans le paraître, où on est à la quête d'un follower. Là, on est sur des femmes qui ne cherchent juste qu'à une chose, c'est faire le bien et protéger les leurs. Et comment vous expliquez ça? C'est quand même dingue. C'est dingue. Alors, j'ai posé la question à Raqqa. Je me suis rendue à Raqqa, en Syrie, et j'ai rencontré la plus grande commandante kurde qui s'est battue contre Daesh, c'est quand même pas rien, et qui a libéré sa ville de Raqqa, puisqu'elle est Raqqaoui d'origine. Elle s'appelle Jihan Sheikh Ahmed et j'ai fait son portrait. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Jihan était une petite jeune femme kurde, musulmane, totalement laïque, portant pas le voile, enfin moi. Et elle voulait être maîtresse d'école. Son rêve, c'était d'être maîtresse d'école. Elle adorait enseigner aux enfants. Et puis la guerre arrive. Et elle prend les armes. Elle dit, moi je veux me battre, je veux faire quelque chose. Elle se met du côté des forces kurdes, puisqu'elle vient de l'ethnie kurde, exactement. Et là, on commence à l'entraîner. Elle a failli mourir, c'est le début du portrait, j'explique. Le début est poignant. Elle a des types qui sont au-dessus de sa tête. Elle est éventrée, elle saigne. Les types la regardent avec leur barbe. Ce sont des islamistes, ils lui crachent dessus, ils lui disent, tu vas mourir. C'est comme un chien. Comme un chien. C'est horrible. Et, bon, je ne raconte pas la suite, mais elle ne va pas mourir. Et en vérité, j'ai posé la question à Jihan. On est restés ensemble 5 jours, planqués dans une cave, parce qu'il y avait encore des djihadistes à l'époque où j'y suis allée, et surtout elle est recherchée aussi par des drones turcs. Mais évidemment. Voilà. Et j'ai dit, Jihan, comment tu as fait? Et il y avait un traducteur entre nous. Elle m'a dit, tu sais Marie-Laure, en fait, à un moment donné où plus rien ne compte que la liberté et l'envie de protéger les siens. Wow. C'est-à-dire, elle m'a dit, moi, c'était ma famille qui allait être tuée, c'est mes sœurs qui allaient être violées, c'est ma mère qui allait être mise en esclavage, c'est mon père qui allait être décapité. Donc, la question se pose, il y a une abnégation totale. Elle me dit, à ce moment-là, j'ai été transportée en me disant, oui, sans doute, je vais mourir. C'est une très forte possibilité, mais au moins, je ne serais pas morte comme un chien et je ne serais pas allée à l'abattoir. Pour rien. Pour rien. Exactement. Et Jihan est incroyable. Alors, elle vit toujours. C'est très compliqué de lui parler. J'essaye de temps en temps, mais elle se cache beaucoup. Mais oui, parce qu'elle est menacée, évidemment. Menacée tout le temps. Elle se cache beaucoup et j'ai une admiration sans borne pour elle. Elle est ministre de la Défense du gouvernement non reconnu internationalement de la Rojava, donc le gouvernement kurde de cette bande du nord de la Syrie, et c'est une femme complètement admirable et qui me fascine. Alors évidemment, la question c'est qu'on se dit, si moi ça me... Est-ce que j'aurais ce courage de dire, c'est pas grave, je vais mourir, je suis à moitié éventrée, on me crache dessus, tant pis, je vais mourir en plus comme une merde, toute seule. Horrible. Et la question c'est que je crois que j'espère que oui, j'espère que j'aurai ce courage-là, mais je pense que tant qu'on n'est pas face aux événements, on ne peut pas le savoir. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a frappée chez toutes ces héroïnes, quelle qu'elle soit, la princesse Noor Inayat Khan, qui est une princesse indienne, soufie, elle est absolument incroyable, qui devient... elle rentre dans les services secrets britanniques, elle se fait déposer en France de nuit, elle devient résistante. Quel courage, déjà ça pour moi ça me paraissait improbable. Je me disais mais mon Dieu, déjà j'aurais eu peur. Alors qu'en plus elle est une grande pacifiste, elle supporte pas la vue des armes et quand elle voit une grenade elle s'évanouit. Donc comme résistante c'était quand même un peu mal barré pour elle. Et pourtant d'autant plus courageuse. Et mais voilà, et pourtant elle devient une très grande résistante et elle va accomplir des choses incroyables au profit de la résistance française et du général de Gaulle. Donc ces femmes-là, elles ont quand même quelque chose de l'ordre, je crois que c'est très féminin, de l'ordre du don de soi qui est absolument admirable. Et surtout, et c'est ça Sandrine qui m'a bouleversée dans tous ces portraits que j'ai pu écrire, c'est qu'à aucun moment, aucune de ces femmes n'a demandé la moindre rétribution c'est dingue. Pour les actes héroïques commis. Je ne connais
aucun homme, alors moi je suis pas dans un féminisme qui non, mais là, consiste à dire, mais il faut le reconnaître, voilà. Je connais aucun homme qui ne cherche pas, et quelquefois d'ailleurs c'est souvent la reconnaissance, les médailles, les honneurs. Exactement. Elles n'ont rien demandé. Quand on pense que Lydia Lidviak, vous voyez, qui a l'air d'un petit bonbon adorable, blonde aux yeux bleus, elle faisait 1m50, c'était la terreur des nazis dans le ciel de Stalingrad. Cette femme-là n'a été reconnue par l'Union soviétique qu'en 1990. Mais enfin, c'est pas possible. Invraisemblable. Elle s'est battue, elle avait 20 ans. C'était un amour de petite femme. Elle s'est battue comme une lionne contre les nazis dans le ciel de Stalingrad à bord de son yacht. C'est une femme admirable. Est-ce que vous savez, Sandrine, quand même, il faut le dire, combien il y a eu de femmes soviétiques qui se sont battues pendant la Seconde Guerre mondiale aux côtés des hommes, que ce soit en se battant les armes à la main ou l'avion de chasse au bout des doigts, ou bien en appui des troupes au front. Combien y en a-t-il eu ? Mais déjà, on n'en a pas beaucoup entendu parler. Jamais. Et moi, je suis historienne, donc à la base, je devrais le savoir. J'en ai jamais entendu parler. Voilà. Alors, je vais vous dire, je suis allée à Volgograd, qui est maintenant Stalingrad, anciennement Stalingrad, qui s'appelle maintenant Volgograd. Et quand je suis allée là-bas, je suis allée au musée de la Grande Guerre patriotique. C'est ainsi que les Russes appellent la Seconde Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Quand vous rentrez au musée, ça ressemble un peu au Panthéon à Paris, c'est-à-dire qu'il y a une grande coupole et il y a un grand panorama peint qui raconte l'histoire de la guerre de façon circulaire. Donc vous regardez, vous voyez toute l'histoire de la guerre. Et sur ce panorama qui fait au moins 100 mètres de long, comme ça, en diamètre, il y a une femme. Une. Et encore, elle a une petite mallette avec une croix rouge. Exactement. Oui, c'est d'infirmière. Nous, les femmes, on est les infirmières. C'est exactement ça, d'infirmière. Eh bien, en réalité, il y a eu, pendant la Seconde Guerre mondiale, Grande Guerre patriotique, plus d'1 million de femmes soviétiques qui se sont battues comme tankistes, conductrices de tanks, comme pilotes de chasse, comme snipeuses. Les femmes de la taïga étaient des snipers hors pair. C'est dingue. La grande Ludmila Pavlichenko qui a tué de plus de 308 nazis d'une seule et même balle entre les deux yeux parce qu'elle elle était exceptionnelle, elle savait tirer de manière incroyable. Le nombre de femmes snipeuses soviétiques était incroyable. Elle restait 2 jours, 3 jours à moins 40 degrés, tapis dans la neige en attendant que en face des troupes allemandes, et elles attendaient que le commandant des troupes passe parce qu'il fallait en priorité tuer le commandant pour désorganiser le groupe, le régiment, l'escadron, le peloton, quel que soit. C'était important. Elles étaient capables de rester des heures et des heures et des heures. Et donc, la capacité d'endurance et la capacité de résistance au mal de ces femmes est admirable. Admirable. Ces femmes nous donnent des leçons sur ce dont on est capable quand on donne tout. Oui. Parce que c'est presque surnaturel ce qu'elles font. C'est l'abnégation la plus totale avec énormément d'humilité, parce que Suzanne Travers, on en revient à Suzanne Travers, elle a été ignoblement répudiée par le général Koenig qui s'est extrêmement mal conduit avec elle à l'issue de la guerre. À l'issue de la guerre, il est le grand héros de la bataille de Bir Hakeim. Il est fait général, parce qu'il n'est pas au départ, par le général de Gaulle. Ensuite, il devient ministre des armées. Et enfin, il est le dernier grand maréchal de France, d'ailleurs. C'est le dernier maréchal Koenig. Mais il s'est comporté avec Suzanne Travers d'une manière abjecte. Mais Suzanne Travers aurait pu dire, sans plaindre, parler, mais non seulement elle n'a rien dit à personne, mais en plus de ça, elle a brûlé tous ses carnets de notes et tout pour être sûre que ça ne vienne pas humilier ou son aura, ou faire du mal à l'histoire, exactement. Et elle est retournée
humblement dans sa petite maison et elle a attendu l'heure de sa mort à Villeneuve-Saint-Georges, à côté de Paris, jusqu'à ce qu'enfin, en 1996, on lui donne la Légion d'honneur. Quand même, une femme qui s'est battue à Bir Hakeim, la première grande victoire historique des gaullistes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en plus, c'était quand même très très mal parti. Oui, c'était quand même très mal barré. On est bien d'accord. Donc vous l'aurez compris, si vous avez envie de rêver, si vous avez envie de rencontrer des femmes inspirantes, des femmes qui vous donnent la possibilité d'imaginer que tout est possible. Oui. Et ce livre m'a bouleversée. En plus, vous l'avez tellement bien écrit que chaque chapitre qui correspond à chaque femme m'a émue aux larmes. Et je me suis dit, en fait, waouh, quoi. Ces femmes nous donnent une claque monstrueuse à chaque fois. Monstrueuse. Et je pense que ça élève l'âme que de lire les portraits de ces femmes. C'est un livre qui fait du bien parce qu'il nous montre de quoi on est capable quand on est avec des beaux sentiments et quand on donne tout pour des belles causes. Exactement. Donc merci. Merci à vous, Sandrine. Merci de tout mon cœur, Marie-Laure, pour ce livre qui fait du bien. Merci. Et qui rend la vie plus belle. Voilà. Merci, Sandrine. Merci.